Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. France Gall a chanté la groupie du pianiste. Vous avez ajouté vos propres notes à bien d'autres chansons en jouant les historiens plutôt que les groupies de celle qui n'a jamais cessé de respirer et d'interpréter les airs de son temps. Je parle de France Gall, bien sûr. Bonjour Norman Barogeli. Bonjour Jacques Pessis. Alors, vous êtes comédien, mais vous êtes surtout fan de la chanson française, collectionneur de pochettes, je crois. Oui, absolument, collectionneur de disques et de tout ce qui a trait à la chanson française dans son ensemble, en tout cas depuis qu'elle a été enregistrée, donc depuis les débuts du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez bien raison, puisque chanson française, c'est un pléonasme, comme disait Charles Aznavour. Alors, vous publiez chez EPA, France Gall, l'intégrale, l'histoire de tous ces disques. Effectivement, on va en parler. On va parler de France Gall, on va parler de ce livre, de ses pochettes, à travers des dates clés. C'est le principe des clés d'une vie. Et la première date clé que j'ai trouvée sur France Gall, bien entendu, c'est le 1er juillet 1963. Je crois que c'est son audition au Théâtre des Champs-Élysées. Absolument, son audition, elle a 15 ans et demi. En juillet 1963. L'école vient de se terminer, elle s'apprête à partir en vacances à Noirmoutier où la famille a une maison, mais il se trouve que la jeune Isabelle, puisqu'elle s'appelait Isabelle encore à l'époque, Isabelle Gall, chantait dans cette famille musicienne. Son père était auteur, on en reparlera certainement. Ses deux frères jumeaux étaient musiciens, ils avaient 2 ans de plus qu'elle, et donc c'est une famille tout à fait joyeuse qui chantait, et son père, a cru bon de faire auditionner sa fille auprès de Denis Bourgeois, un éditeur des éditions Bagatelle, qui va entendre cette jeune fille ce 1er juillet 1963. En fait, je crois que quelques jours plus tôt, il a fait entendre une bande enregistrée par Isabelle Gall sur le magnétophone, et Denis Bourgeois a trouvé la voix très intéressante. Absolument, et du coup a convoqué Philips, qui était une des grandes maisons de disques de l'époque, si ce n'est peut-être la plus grande dans ce début des années 60. Et Denis Bourgeois, lui, était un producteur, a produit chez Philips notamment les premiers disques de Serge Gainsbourg, a produit beaucoup de choses, et donc a pu permettre de créer le lien entre Philips et la famille Gall. Il faut dire que la famille Gall, il y a quand même le grand-père qui était Paul Berthier, fondateur des Petits Chanteurs de la Croix de Bois, sa mère qui a chanté dans les chœurs de la cathédrale d'Auxerre, et son père qui a été chanteur lyrique. Chanteur lyrique et chanteur de variété surtout, parce que la chanson lyrique n'a pas très bien marché pour ce cher Robert Gall, donc il s'est tourné un petit peu plus vers le cabaret à la fin des années 40 et au début des années 50. Et ce qui est amusant, c'est justement que il a rencontré Cécile Berthier, donc qui allait devenir son épouse, mais comme vous l'avez justement rappelé, la famille de Cécile Berthier était plutôt versée dans la grande musique, et lui, Robert Gall, était plutôt un troubadour, un baladin, un chanteur de cabaret. Donc ça ne plaisait guère à la famille de Cécile Berthier de voir sa fille partir avec un chanteur de cabaret comme ça. Et pour s'amuser un petit peu de ça, Robert Gall a écrit un texte qu'il chantait au cabaret, qui s'appelait Monsieur Schubert, et qui racontait l'histoire d'un homme qui ne pouvait pas se marier à une jeune fille parce que sa belle famille n'aimait que la grande musique. Voilà. Il se trouve aussi que France Gall l'a vue au cabaret et au théâtre toute petite. Ça l'a étonné de voir son père quand même sur scène. Et il a aussi écrit une chanson très célèbre, La Mama. Et à l'époque, on se moquait de cette chanson. Francis Blanche, tous les dimanches, à la radio, disait quand est-ce qu'elle va mourir, la Mama. Et on n'imaginait pas que ce serait un classique. Alors, donc, l'audition se passe bien. France, elle devient France Gall d'ailleurs parce qu'il y a quelque chose derrière. Mais il y a déjà une Isabelle chez Philips. Voilà, donc Philips qui à cette même époque, beaucoup de jeunes vedettes signent chez Philips, Johnny Hallyday, Sheila, et aussi une Isabelle qui est Isabelle Aubray, voilà. Et qui 1 an et demi, 2 ans auparavant remporte le concours Eurovision de la chanson. Donc Philips croit beaucoup en cette jeune Isabelle, et il n'est pas possible d'avoir 2 Isabelles dans la même écurie. Voilà, elle devient France parce que justement c'est un contre-pied à Eddie et à Johnny, aux Américains. Exactement. Et le premier enregistrement, c'est celui-ci. Il est très timide avec ses copains, mais avec les filles, il ne craque plus rien. Chaque fois qu'on danse, il nous snobe un peu, et dans ses bras, oui dans ses bras, il nous tient des propos comme ça. Ne sois pas si bête, qui devient chouchou à saluer les copains. Et tout de suite, on remarque la voix particulière de France Gall, Norbert Barogeli. Oui, une voix tout à fait étonnante, assez haut perché, assez acidulée, mais aussi qui chante très droit. Une voix un tout petit peu en distance avec son texte, avec son sujet. Et elle tient sa chanson, et elle a quelque chose de tout à fait, d'une grande force de caractère dans la voix.
Et c'est ce qui l'a fait remarquer. Et ainsi aussi que c'est la teneur orchestrale de cette chanson. Là, on vient d'en écouter un tout petit peu. On a l'impression d'une espèce de fanfare avec des glissantes de trombone, etc. C'est tout à fait étonnant pour l'époque. Oui, et en même temps, elle n'aime pas ce métier. Je crois qu'un jour, elle a reçu une gifle parce qu'elle a dit qu'elle voulait arrêter. Alors l'histoire qu'elle a raconta beaucoup plus tard dans les années 90 sur le plateau de l'émission Nulle part ailleurs, c'est que c'est sa première interview. Donc c'est certainement autour de la sortie de ce disque. Elle a 15 ans et demi, rappelons-le. Je pense que le disque sort plus ou moins le jour de ses 16 ans, mais bon, c'est une très jeune fille. Et évidemment, un journaliste lui pose la question, alors vous démarrez dans le métier, combien de temps pensez-vous durer ? Et elle répond, je ne sais pas, peut-être 5 ans. Et là, à l'issue de l'interview, son producteur Denis Bourgeois, qui était un ami de la famille, qu'elle surnommait Tonton, lui donne une gifle parce qu'elle ne devait pas ainsi mettre un terme prématuré à cette carrière. Lui était très content de sa petite poule aux œufs d'or et voulait que ça continue. Et ça a continué avec une autre chanson. N'écoute pas les idoles, écoute-moi, car moi seule je suis folle de toi. Et ça marche très bien auprès des jeunes, ça, Norbert Barogelli. Bah oui, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Et à plus forte raison que c'est une chanson qui parle de ces idoles qui sont tout juste créées par le mouvement Yéyé, qui est vraiment ce mouvement de la chanson, de ces jeunes idoles de la chanson du début des années 60. Et là, on a une chanson qui craquelle un petit peu le vernis de ces idoles Yéyé et qui interroge un petit peu ce que c'est que ces idoles comme ça qui arrivent et qu'on devrait écouter benoîtement. Cette chanson met un petit grain de sable dans les rouages et ça marche très bien. Il se trouve à l'époque qu'elle fait quelques télévisions. Sa première, c'était dans Les Raisins Verts de Jean-Christophe Averty, où elle chantait Ne sois pas si bête. Cette chanson, avec Jean-Pierre Cassel, N'écoute pas les idoles, elle l'interprète ensuite à la télévision. Et il y a une troisième chanson qui va être son premier scopitone. Deux guitares, un banjo, une cloche. Deux guitares, un banjo, une cloche. Je tape à tour de bras. Voilà, une chanson de France Gall qui est méconnue et qui a été, je crois, son premier scopitone réalisé par Gérard Cyr. Oui, absolument. Donc ces scopitones, ce sont ces appareils de télévision qui étaient dans les cafés et sur lesquels, à l'aide d'une pièce, on pouvait voir la musique. C'était un jukebox en images finalement. Donc pour les besoins de ces machines-là, on tournait des petites scènes où on mettait en scène de façon très 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 simple les chanteurs, les chanteuses dans un petit décor et hop, la bande était envoyée dans les machines de France et on pouvait aller choisir d'écouter et de regarder La Cloche par France Gall, qui est une adaptation de chansons américaines comme l'était Ne sois pas si bête. Et il faut le signaler parce que à cette époque, la vague Yéyé avait pour habitude de trouver des chansons aux États-Unis, de les importer, de les adapter avec un texte traduit à la va-vite et de les faire chanter par les vedettes. France Gall a fait ça à 2 reprises et c'est tout. Ouais, et c'est la particularité de son répertoire, c'est qu'il va être composé quasiment exclusivement de chansons originales. Et on lui doit cela et c'est à noter à sa décharge. Ouais. Alors il se trouve aussi que ce clip a été réalisé par Gérard Cyr, c'est le seul qu'il ait réalisé. Gérard Cyr était un boulimique de travail, il écrivait un roman ou un scénario en un week-end, c'était le meilleur ami de Jean-Yann, un personnage qui avait une voix insensée, grave, qu'on reconnaissait entre mille. Alors, il se trouve que le premier vrai succès de France Gall, c'est celui-ci. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Là, c'est un phénomène de société, c'est-à-dire que je crois que le 45 tours se vend à 1 million d'exemplaires. On parle d'1 million, on parle de 2 millions. C'est assez difficile d'avoir les chiffres de vente précis de l'époque, mais en tout cas, ça explose, quoi. Ça vraiment, ça cartonne. Et c'est une chanson qu'elle ne voulait pas voir sortir quelques jours plus tôt. Non, vraiment, elle ne voulait pas de la chanson et des 3 autres chansons qui composent ce disque, parce qu'à l'époque, le format, c'était un 45 tours de 4 chansons, qu'on appelait Super 45 tours, ou EP. Et là, c'est vraiment 4 chansons assez enfantines, qui, il y a 2 chansons qui parlent de nounours, etc. Donc ça fait écho à l'émission Bonne nuit les petits qui diffusait en même temps à la télévision, etc. Mais France Gall, on l'a entendu un tout petit peu tout à l'heure avec N'écoute pas les idoles. Il y a aussi entre-temps Laisse tomber les filles, 2 titres signés Serge Gainsbourg. On en reparlera, je pense. Bien sûr. Et là,
disons qu'avec ces titres-là, elle s'émancipait un peu de l'enfant qu'elle tentait à ne plus être, de la petite adolescente toute mignonne. Et alors là, avec cette chanson Sacré Charlemagne et tout ce disque, on la remet dans les jupes de sa mère. Et ça, elle n'en voulait pas. Et effectivement, la veille de la sortie, elle a dit non, je vous en prie, ne sortez pas ce disque. Bon, finalement, le producteur a sorti le disque et a dû s'en réjouir. Exactement. Il se trouve qu'il avait écrit, je crois, elle habitait chez ses parents, et dans l'immeuble, quelqu'un a écrit au rouge à lèvres sur une glace « Vive Charlemagne ». C'est assez étonnant. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle habite chez ses parents, et qu'en même temps, elle n'est pas heureuse comme ça. Elle vit mal cette période, France Gall. Elle vit très mal cette période parce que c'est une période pendant laquelle elle devrait simplement être une adolescente comme les autres, à découvrir, à sortir tranquillement de l'enfance pour aller vers la vie d'adulte, à se poser les questions qu'on se pose dans cette période, à sortir avec ses amis, à fréquenter des garçons, etc. Enfin, mener une vie normale. Et elle est propulsée sur le devant de la scène. Et effectivement, quelque part, c'est une période clé de la vie d'une femme, ou d'un homme du reste, qui lui a été volée. Voilà, et ça s'est pas arrangé ensuite, on va l'évoquer avec une autre date, le 20 mars 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Norbert Barrault-Gély et pour parler de France Gall. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Norman Barrault-Gély pour ce livre France Gall, l'intégrale, histoire de tous ses disques chez EPA. Nous rendons hommage à France Gall puisque vous êtes un fan et vous collectionnez tout et vous connaissez le sujet. Donc si je vous parle du 20 mars 1965, ça vous dira quelque chose? Ça me dira tout à fait quelque chose. Écoutez, écoutez justement. Voilà. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. L'Eurovision 1965 à Naples, et elle gagne à sa grande surprise, France Gall. Oui, elle gagne à sa grande surprise parce que la journée ne s'est pas très bien passée. Elle est arrivée le matin avec son équipe à savoir l'auteur de la chanson, l'auteur-compositeur de la chanson, Serge Gainsbourg, l'arrangeur de la chanson, Alain Goraguer, et son producteur. Et ils sont arrivés au studio que la RAI a mis à la disposition de l'Eurovision à Naples. Et l'orchestre, parce qu'à l'époque, il y avait un grand orchestre de l'Eurovision, dirigé par un chef d'orchestre italien aguerri et qui accompagnait toutes les vedettes. Donc, on donnait des partitions aux musiciens et ils étaient censés jouer ce qu'ils avaient sous les yeux. Là, les musiciens refusent. L'orchestre se rebelle, dit non, on ne jouera pas ça, c'est trop violent. C'est trop dur, c'est trop... On ne peut pas jouer ça. Et effectivement, à l'époque, les chansons de l'Eurovision étaient essentiellement des chansons d'amour ou quelque chose d'assez sirupeux, d'assez doux. Et là, on l'a entendu un petit peu dans l'extrait. C'est une chanson qui est très dure. C'est une chanson, la batterie cogne, la basse rebondit. Il y a des violons stridents, il y a des flûtes qui le sont encore davantage. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant dans cette chanson. Et ça, il faut... le rappeler, c'est dû au talent d'Alain Goraguer, qui est le chef d'orchestre, qui a accompagné tous les débuts de France Gall, mais aussi tous les débuts de Serge Gainsbourg, qui était un compagnon de Boris Vian, qui est un personnage clé dans l'univers musical de France Gall. Et finalement, l'orchestre, quand même, était obligé de la jouer, cette chanson telle qu'elle avait été écrite. Et à la fin de la soirée, France Gall chante, après elle sort avec son assistante pour aller boire un lait fraise, je crois, dans un petit bistrot à côté en disant bon c'est tout ça est plié, merci, au revoir, on rentre à Paris demain. Et finalement, on vient la chercher, mademoiselle France Gall, venez, vous avez gagné. Et elle n'était pas au courant. Et donc, elle est revenue sur scène et on a des images où elle est un peu étonnée de revenir sur scène, hein, parce qu'elle n'a pas eu le temps d'intégrer cette notion-là. Elle rechante sa chanson. Et c'était vraiment une surprise pour elle. Oui, enfin, il y a quand même des larmes aussi qui sont dues à quelqu'un d'autre qui lui a téléphoné, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de paparazzi, et on ne sait pas qu'elle a une histoire d'amour avec Claude François. Et il a très mal pris cette victoire. Absolument, absolument. Elle a quand même le temps, avant de remonter sur scène, d'appeler son amoureux de l'époque, qui est Claude François, qui lui prend très très mal cette victoire parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait un ego assez dimensionné et le fait que son amoureuse gagne ce concours, que lui n'a jamais tenté du reste, mais bon, n'a pas gagné, donc ça a été vraiment pour lui quelque chose de trop fort et il lui a dit je te quitte. Comme cadeau de victoire, c'est pas terrible. Alors, il se trouve que l'homme clé, c'est effectivement Serge Gainsbourg. Et ceux qui ont pensé à Gainsbourg, à l'époque, ils sont seulement producteurs à la radio. Ce sont Mariti et Gilbert Carpentier, producteurs à Radio Luxembourg des émissions de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault ou de Jacqueline Maillan.
Absolument, et c'est pour ça que France Gall concourt sous les couleurs de Luxembourg. Voilà. Et Gainsbourg, lui, veut devenir célèbre, donc c'est l'occasion. Absolument, c'est pour ça d'ailleurs qu'il écrit depuis quelques années pour les yéyés. Pour France Gall, on l'a vu, N'écoute pas les idoles, laisse tomber les filles. Il écrit aussi pour Michel Thor, Non, non à tous les garçons, pour Isabelle Aubray aussi, et pour Petula Clark. Et voilà, et on lui a posé la question, et pourquoi écrivez-vous pour cette jeunesse qui est apparemment excessivement loin des albums que vous faites vous, qui ne rencontrent pas de succès, qui sont des albums plutôt confidentiels, exigeants, etc. Et il répond, mais j'écris pour elle pour ne pas crever. Voilà, parce qu'effectivement, le Poinçonneur de Lilas, qui est un classique aujourd'hui, quand il l'a chanté pour la première fois chez Miller Larsouille, un cabaret de Michel Arnaud, Beat Total, à la télévision, personne n'en a parlé, et aujourd'hui c'est un classique. Absolument. Non, mais ces débuts de carrière de Gainsbourg sont rétrospectivement tout à fait fascinants, parce que c'est fou à quel point ces chansons qui sont devenues légendaires, Le Poinçonneur des Lilas, mais aussi la chanson de Prévert et plein d'autres tubes comme ça, à l'époque, étaient totalement inconnus. Et du jour au lendemain, après Poupée de cire, Poupée de son, France Gall devient une vedette internationale. Au Japon, ça devient une idole, une déesse vivante. Absolument. Mais elle vend d'un coup ce disque Poupée de cire, Poupée de son, se vend dans le monde entier. Il y a des pressages uruguayens, israéliens, japonais. Enfin, ils sont tous dans le livre, et ça, je tiens à le signaler. On a travaillé pour ça avec un grand collectionneur de France Gall qui a tous les disques et qui tient un site qui s'appelle France Gall Collection et qui a mis à notre disposition tous ces pressages absolument rarissimes parce qu'ils viennent des 4 coins du globe, et Poupée de cire, Poupée de son a vraiment fait en sorte qu'elle soit connue dans le monde entier. Et en France, elle est tellement connue qu'elle va tourner sous des chapiteaux mal sonorisés, où il pleut. Enfin, c'est un cauchemar pour elle. Oui, c'est un cauchemar. On a dit déjà que son adolescence lui avait été quand même un petit peu volée grâce à ce vedettariat. Et en plus de ça, l'été, au lieu d'aller tranquillement sur la plage de Dormoutier avec ses copines, eh bien, elle part en tournée. Et les tournées à cette époque-là, c'est du matériel un petit peu sommaire. Ce sont des conditions pas toujours rutilantes. Alors son père, pour éviter tout ça, organise un grand déplacement sous un chapiteau. C'est le cirque de France Gall. Mais ça reste des conditions tout à fait précaires. Je crois que son plus mauvais souvenir, c'est un après-midi pour une série de photos conseils de beauté. Elle a passé une après-midi en studio avec des rondelles de concombre sur la tête et sur le visage. Oui, parce qu'en plus, elle devait faire tout un tas de publicités pour des journaux, etc. C'est vraiment l'essor de la presse adolescente aussi, celle des copains, vous en avez parlé, Mademoiselle H-Tendre, voilà. Donc, eh bien, on met en scène toutes ces idoles qui sont finalement un petit peu des objets qu'on prend, qu'on jette, qui chantent, qu'on le met là, etc. Et on les photographie sous toutes les coutures, sans leur demander vraiment ce qu'elles veulent. Et puis, il y a une chanson de France Gall, Norman Barogeli, qui fait scandale, c'est celle-ci. Alors, il faut savoir qu'au début, l'idée, c'est France Gall qui l'a donnée à Serge Gainsbourg. Mais oui, parce que souvent Gainsbourg, il lui faisait 2 à 3 chansons par an à cette époque, donc il venait la voir et elle le raconte toujours extrêmement courtois, elle se vouvoyait, il lui apportait à chaque fois un petit cadeau, et c'était vraiment un homme très élégant. Et elle lui dit, alors, France, racontez-moi un petit peu votre vie de façon à ce que je puisse écrire. Et elle lui racontait que son souvenir de vacances l'été, c'est d'aller à Noirmoutier et après la plage, d'aller chez le marchand, s'acheter une sucette à l'anis et de la déguster. Toc, voilà. Et résultat, ça fait une chanson au second degré qu'elle n'a pas compris. Je pense que les choses sont un petit peu plus nuancées que cela. C'est-à-dire qu'elle a compris, en plus je pense que malgré son élégance, elle commençait à comprendre que chez Gainsbourg, il y avait quelque chose d'un petit peu sulfureux. Et donc elle a bien compris que quelque chose était un petit peu étrange, mais elle a fait confiance. Et le plus compliqué dans cette histoire, c'est la trahison dont elle a été victime par tout un monde d'adultes, par tout un monde censé la protéger, par tout un monde d'hommes, son père, son producteur, son auteur-compositeur, son orchestrateur, même le fidèle Alain Goraguer. Tout le monde lui dit, mais bien sûr, chante cette chanson, vas-y, on enregistre, voici la bande démo, tu poses ta voix, etc. Et donc, elle a fait confiance. Et il y a même une image où on la voit faire un clin d'œil qu'on lui a demandé, elle ne sait pas ce qu'il y a derrière ce clin d'œil dans le clip. Oui, c'est ça, mais
Elle se doutait bien que quelque chose, mais elle a fait confiance, elle a été trahie d'une certaine manière. Elle est la petite, comme elle l'a chanté en duo avec Maurice Biraud. Un jour, les oisillons prennent leur envol. Les petits deviennent grands, il n'y a plus d'enfants. Alors, quand on connaît le caractère de France Gall, on se dit que faire un duo avec Maurice Biraud, qui est à l'époque un comédien célèbre, qui a animé une émission de radio Europe numéro 1 en établissant un record. Il a passé 24 heures dans le pub Renault sur les Champs-Élysées à animer une émission. C'est la première fois qu'on faisait ça. Mais là, cette chanson, c'est pas vraiment ce qui plaît à France Gall, Norman Barugeli. Non, c'est pas vraiment ce qui plaît à France Gall, parce que bon, la chanson s'appelle La Petite. Elle est vraiment traitée comme une toute petite fille et elle chante avec ce comédien très célèbre à l'époque, très aimé des Françaises et des Français, qui était un copain de son papa. Donc, mais qui avait l'âge qui était d'une génération de son père et qui chante une histoire de possibles relations amoureuses entre cet enfant et cet homme qui est son père ou qui aujourd'hui, est l'âge de son ça père. déclencherait des horreurs sur les réseaux sociaux. Oui, absolument, absolument. Et il faut dire que c'est un petit peu malaisant. Et en plus, quand on sait que c'est son père qui a écrit le texte, Oui. c'est quand même assez déconcertant. En tout cas, elle obéit à tout le monde parce que son père lui a dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Absolument. Son père était très heureux de cette carrière inespérée pour sa fille et les choses marchaient bien. Et donc voilà, il n'y avait aucune raison que ça s'arrête. Eh oui, et ça a changé. On va l'évoquer avec une autre date, le 19 mai 1974. À tout de suite sur Sud Radio pour parler de France Gall avec Norman Barugeli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Norman Barugeli, comédien, mais aussi historiographe à travers les pochettes de France Gall et ce livre France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ces disques chez EPA, qui est vraiment une somme dont on va reparler tout à l'heure sur France Gall à travers des chansons et à travers des dates clés aussi, puisque le 19 mai 74, c'est une date historique. En effet, c'est le jour où Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Pendant les résultats, il y a des chansons qui sont diffusées à la télévision entre deux résultats, et parmi les chansons diffusées, pour la première fois, il y a celle-ci. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout part. Une déclaration. Et là, c'est totalement autre chose. Et je crois que tout a commencé lorsque, dans sa voiture, elle a entendu une chanson de Michel Berger. Oui, elle a entendu une chanson de Michel Berger. On est en 73. Elle conduit son Austin Mini dans les rues parisiennes. À cette époque, la carrière de France Gall était plutôt en demi-teinte, disons ça gentiment, c'est-à-dire qu'elle continuait à enregistrer des disques, mais ces disques ne rencontraient pas leur public. Il y a eu plusieurs périodes. En fait, en 68, elle casse son équipe. Elle va dans une maison de disques créée par Hugo Frey. Je crois que c'était un beat total. Oui, c'est un beat total. Il n'empêche qu'à l'époque, il y a des bonnes chansons malgré tout. Oui, c'est un beat commercial, mais artistiquement, il y a quand même des bonnes chansons partout. Alors, je crois qu'Hugo Frey s'est fait escroquer par son comptable à l'époque. Oui. Et qu'il l'a payé très cher. Il y a même, elle tente chez Patti Marconi quelque chose, parce qu'elle est fiancée avec Julien Clerc à l'époque. Absolument. Et là aussi, il y a même un disque qui ne va pas sortir. Oui, il y a un disque. En fait, elle fait 3,45 tours chez Patti Marconi. Pour le premier, elle rappelle Serge Gainsbourg, Oui. qui très gentiment accepte de lui faire 2 chansons, dont une sur Frankenstein, chanson tout à fait étonnante, et une autre chanson à tendance un petit peu érotique, mais eh bien, depuis les sucettes, mai 68 est passé par là, etc. Donc finalement, sa chanson Les Petits Ballons tombe complètement à plat et ne choque plus personne. Et elle fait quelques autres disques, et c'est à ce moment-là qu'elle qu'elle entend cette chanson de Michel Berger dans la voiture, et qu'elle se dit, il faut que je rencontre cet auteur-compositeur, c'est lui qu'il me le faut. Voilà, parce que je trouve que dans cette époque, il y a quand même un succès. C'est celui-ci. Alors, il se trouve que cette chanson, on l'a un peu oubliée. La musique, c'est de Joe Dassin. Absolument. 1967, c'est Joe Dassin qui, lui, à cette époque, commençait aussi. Il avait sorti les Dalton et sa carrière commençait, mais il écrivait encore pour d'autres et il s'est amusé à écrire cette mélodie pour France Gall. Et ça a pas mal marché, juste quand même. Et à tel point que c'était en 1967, 4 chansons sur le 45 tours. On avait encore toujours une chanson signée Serge Gainsbourg, qui était Teeny Weeny Boppy.
Sauf que c'est la chanson de Jodassin qui a marché. Voilà. Et Jodassin a lui aussi commencé à produire des artistes. Et à l'époque, il a produit Saucisson de cheval de Bobby Lapointe, qui a été la seule chanson de Bobby Lapointe à l'époque qui a eu du succès, qui est entrée au hit parade. Alors, j'en reviens effectivement à France Gall et Michel Berger. Quand Michel Berger voit le répertoire de France Gall, il dit c'est pas pour moi. Et bien voilà, c'est pour ça, vous le signaliez à très juste titre, qu'un des disques qu'elle avait fait chez Pathé Marconi n'est pas sorti. Un disque qui contenait la chanson C'est curieux de vieillir, et certainement parce que elle a fait écouter avant qu'il ne sorte ce disque à Michel Berger, et Michel Berger lui a dit non, ne sors pas ça. Et c'est là qu'ils ont commencé à travailler ensemble. Parce qu'au départ, il voulait pas entendre parler d'elle. Il a accepté un essai quand même. Il a accepté un essai. Elle a été très tenace. De toute façon, c'est quelqu'un qui toute sa vie a été très droite, très tenace dans ce qu'elle voulait. Et avec Michel Berger, elle a été plus que tout et elle a réussi du reste. Elle a fait un premier essai, c'était pour une chanson pour lui, Mon fils rira du rock'n'roll, sur son deuxième album. Et à Michel Berger. Et donc, elle fait une voix féminine, elle fait les chœurs et elle prend un petit morceau de couplet. Donc, c'est avant même que leur duo se crée pour ces disques et se crée à la ville. Il y a ce premier duo, Michel Berger, France Gall, qui passe tout à fait inaperçu, mais Mon fils rira du rock'n'roll. Oui, et là, Michel Berger commence à comprendre que France Gall, il y a quelque chose à faire. Ouais, il y a quelque chose à faire parce qu'elle a un placement de sa voix. Elle a une façon de prendre le rythme, de groover. Elle a quelque chose de très, très, très particulier. Et ça, lui sait l'entendre. Elle sait qu'elle a ça. Elle ne pouvait pas forcément exploiter ce talent-là dans ce qu'on lui faisait enregistrer à l'époque. Mais là, devant Berger, elle y va vraiment avec ce qu'elle aime faire, ce qu'elle sait faire, et il a été à la seconde près complètement ébloui par cette voix. Voilà, il se trouve que Michel Berger et France Gall ont un point commun, l'osmose musicale, mais aussi, et petit à petit, ils vont découvrir qu'ils ont la même façon de voir le monde. Oui, absolument, absolument. Ils ont vraiment. Tous les gens qui les voyaient à l'époque se disaient, mais ils n'auraient pas pu vivre l'un sans l'autre. Il y avait quelque chose vraiment d'une harmonie totale entre deux. Oui, ils s'étaient croisés, je crois, dans Man Barogeli pour la photo du siècle de Salut les copains, mais ils étaient à 2 étages différents, je dirais, à 2 rangs différents. Oui, c'est ça. En fait, leur carrière n'ont fait que se croiser, puisque je reviens en 1963. France Gall sort son premier disque, on l'a écouté tout à l'heure, mais Michel Berger aussi, chez Pathé, sort son premier disque qui, lui, n'a aucun succès. L'amour, tu n'y crois pas, je crois. Oui. La camomille aussi. Enfin, c'était tout à fait des chansons charmantes, du reste, mais qui n'ont aucun succès. Et donc, il apparaît quand même sur la photo du siècle, qui est cette photo de Jean-Marie Perrier qui rassemble quasiment toutes les vedettes yéyé, à l'exception, je crois, de Nino Ferrer qui a dit non, je n'irai pas. Et ensuite, ils se croisent dans les couloirs d'une radio. Et c'est en début des années 70, et c'est là que France Gall l'arrête et lui dit écoutez, il faut qu'on prenne un temps ensemble, il faut qu'on se voit, je veux que vous écoutiez mes maquettes, je veux qu'on travaille ensemble, écrivez-moi des chansons. Et donc lui avait écrit la déclaration d'amour. Et au départ, il n'était pas particulièrement favorable à lui donner cette chanson. Elle a insisté et elle a bien fait, je crois. 100 000 exemplaires, je crois. Ah oui, ça a très bien marché. Ça a tout de suite très bien marché. Et ça a totalement relancé la carrière de France Gall, qui n'avait pas fait un succès discographique depuis 1967. Alors, ils se marient 2 ans plus tard, France Gall et Michel Berger, dans Man Barogeli. Mais tout de suite, et je m'en souviens très bien, ils sont un couple en dehors du showbiz. Ils ne veulent pas être un couple de la chanson, ils restent très discrets. Oui, c'est lié à leur caractère. France Gall, on l'a dit tout à l'heure, elle a été exposée très jeune, alors qu'elle est d'un tempérament plutôt discret, donc ça lui a beaucoup coûté de s'exposer à ce point. Et Michel Berger, c'est également dans son tempérament d'être quelqu'un de réservé, d'être quelqu'un de très discret. Donc ils vont vivre comme ça une vie à 2, avec beaucoup d'expositions artistiques, mais peu d'expositions publiques. Voilà. La discrétion de Michel Berger, je l'ai vécue en l'intégrant plusieurs fois, et ça se passait bien parce que je posais des questions simples qui ne faisaient pas le buzz, comme on ne disait pas à l'époque. Et là, il répondait tout à fait gentiment, Michel Berger. C'était pas du tout un autiste dans le genre. Non, pas du tout. Sauf peut-être lorsqu'il écrivait, parce que France Gall raconte souvent que
que donc dans les périodes vraiment d'écriture, il y avait le piano blanc de Michel Berger qui trônait dans leur appartement, dans leur maison, et que là vraiment il fallait que personne ne bouge, qu'il n'y ait pas un bruit, même quand les enfants étaient là. Ils disaient je peux pas organiser un goûter pour mes enfants, pour leurs copains. Non, Michel compose, donc là il faut que tout s'arrête et il faut vraiment que le monde tourne autour de cette composition. Oui, d'ailleurs que quand elle osait refuser une chanson, il le prenait très mal, Michel Berger. Absolument, et il la menaçait de la donner à une autre. C'est pire que tout. Alors, d'autres chansons de Michel Berger et France Gall, Norman Borgelli, il y en a eu d'autres. Il y a celle-ci. Comment lui dire s'il peut m'attendre, s'il peut m'apprendre, s'il peut m'atteindre, qu'il vienne à moi. Alors là encore, on ne reconnaît pas du tout la France Gall du début, mais elle est heureuse, c'est une véritable musicienne. Absolument, c'est une vraie musicienne. Et ça, ce disque, ce titre, comment lui dire, ouvre ce qui est en réalité son premier album et qui sort en 1975. Premier album au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un disque de 10-12 chansons qui ont été entièrement composées pour former un ensemble cohérent. Alors qu'auparavant, elle enregistrait quelques chansons par-ci par-là, et sa maison de disques les réunissait sur un disque 33 tours qui sortait, mais il n'y avait pas de cohérence. Alors que là, Michel Berger lui propose cette cohérence, et une cohérence aussi avec les musiciens qui entourent celle qui devient réellement une musicienne. Et c'est une équipe très fidèle qui va l'accompagner ainsi jusqu'à quasiment à la fin de sa carrière. Elle enregistre à Paris dans le même studio, au studio Gang, qui a vu après défiler Johnny Hallyday, Berger évidemment, enfin Balavoine, toutes les plus grandes de la chanson de cette époque-là. Et l'ingénieur du son de ce studio que j'ai eu la chance de rencontrer pour ce livre m'a dit à quel point, dès qu'on ouvrait un micro, c'était une musicienne qui s'exprimait. Oui, et surtout en même temps une femme moderne, ce qu'on n'avait pas vu dans les premiers disques, c'est-à-dire que l'adolescente est devenue une femme qui est consciente de son temps, qui s'interroge sur le monde. Absolument, absolument, et qui inspire ça à Berger. C'est-à-dire que France Gall n'a jamais écrit de chansons, mais pour moi, et pour tous ceux qui l'écoutent et qui l'aiment, elle fait partie intégrante de la création de la chanson. Elle est le vecteur créatif, elle est l'étincelle créative de Berger. Berger n'écrit pas de la même façon pour elle qu'il écrit pour lui, et donc elle participe vraiment intimement au processus de création. Et il se trouve aussi qu'elle participe à la vie familiale, qui n'est pas simple, parce qu'on ne peut pas faire plus extraterrestre que Michel Berger, Norman Borgelli. Ben oui, voilà, comme on l'a dit, il était tout à fait réservé, tout à fait renfermé dans son coin. La création prenait une part absolument gigantesque dans sa vie. Donc et France Gall était par ailleurs quelqu'un de très drôle et de très pétillant. Dans beaucoup d'interviews, elle raconte à quel point elle aime organiser la maison, elle aime décorer sa maison, elle aime recevoir. Elle est, paraît-il, très bonne cuisinière. Exactement. Et elle remplit le réfrigérateur. Alors, si elle n'était pas là, je suis sûr que Michel Berger n'aurait rien eu à manger. Ah ben ça, c'est certain, c'est certain. Alors, ce qui la guide finalement, ce sont les paroles de Michel Berger, mais ce sont aussi les sons, car ça a beaucoup d'importance pour elle, notamment dans cette chanson. Samba Mambo, chanson peu connue d'ailleurs de France Gall, c'est pas la plus connue. Le mambo à l'époque, Dario Moreno l'a créé, on l'appelait le loukoum chantant à l'époque, mais ça n'a jamais été repris ensuite. Elle innove encore une fois en modernisant le mambo. Oui, c'est étonnant cette chanson qui parle de samba, de mambo sans être ni l'un ni l'autre, mais qui convoque un peu des rythmes tropicaux, quelque chose de la moiteur tropicale dans cette chanson qui à l'été 76 a quand même marqué un petit peu les pistes de danse et qui est pour moi un vrai chef-d'œuvre de cette époque. Et pour faire une chanson, Michel Berger, quelquefois passait des jours et des nuits. Ah oui, absolument. C'est quelqu'un il écrivait tout dans son carnet noir. C'est Jean-Pierre Janniot, l'ingénieur du son, qui me racontait ça, qu'il arrivait, les chansons étaient écrites dans un carnet noir. Il avait une très belle écriture. Il ouvrait son carnet. Et là, donc, il y avait les notes, les accords. Chacun des musiciens présents prenait les accords et qui allait l'intéresser pour sa partition en fonction de son instrument. Et ainsi, tout le monde montait comme ça, l'orchestration montait comme ça, l'arrangement. Et ensuite, France Gall arrivait, et c'était en quelques prises, c'était plié, elle avait tout répété. Ouais, elle allait très vite. Elle assistait assez souvent à ce moment de déchiffrage avec les musiciens, parce que déjà, là, elle chantait.
Ce que m'a raconté toujours ce fameux monsieur Janniot, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne priait pas pour qu'elle chante. De toute façon, elle avait été habituée dès ses 15 ans et demi, devant un micro, fallait qu'elle chante, et son père la poussait et elle n'avait pas le droit de refuser. Donc, c'était extrêmement naturel pour elle de chanter, c'était pas de caprice de diva pour que d'un coup elle pose sa voix. Dès que les musiciens avaient besoin qu'elle fasse écouter les lignes de chant, elle était là, et l'ingénieur du son, parfois, ouvrait le micro et appuyait sur la touche enregistrement parce qu'il disait là c'est pas mal du tout ce qu'elle est en train de faire, je le garde de côté. Et voilà, ça c'est la France Gall qu'on ne connaît pas forcément. D'autres choses qu'on va encore découvrir sur France Gall grâce à vous, on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 14 juin 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Norman Barogeli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Norman Barogeli. Vous avez sorti le 14 juin 2023 ce livre France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ces disques, CEPA, un album où il y a un texte et toutes les pochettes possibles et imaginables sur France Gall. Pourquoi ? Alors en général, il y a des biographies de France Gall. C'est la première fois que je vois un livre avec une telle documentation. Pourquoi l'avez-vous fait ? Eh bien, parce que c'est une très bonne idée de la maison d'édition EPA. C'est une collection dans laquelle s'inscrit ce France Gall l'intégrale. La collection s'appelle l'intégrale et d'autres titres sont parus. Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Francis Cabrel, Renaud, Indochine, et il doit en manquer encore. Et donc ça consiste vraiment à raconter un artiste à travers sa musique. Et pour ça, on prend tous les disques, du premier au dernier. On met en regard de la pochette du disque un texte qui va expliquer comment, pourquoi, avec qui, dans quel contexte ces chansons ont été écrites et enregistrées. Et on va vraiment illustrer avec le maximum de pochettes possibles, dont beaucoup de pochettes rarissimes venues de l'étranger. Oui, et il y a les pochettes qu'on connaît qui marchent très bien, d'autres rarissimes, aussi celles qui n'ont pas marché. Ça a été pas facile à retrouver parce qu'il y a une collection impressionnante qui est un peu dispersée. Absolument, mais figurez-vous pas tant que ça, puisqu'on a trouvé un fou collectionnant qui s'appelle Stéphane Lombroso et qui, je lui rends hommage parce qu'il mène un travail de moine avec cette collection qui est en fait celle de son oncle qui a disparu, et il a souhaité poursuivre le travail de collection de son oncle autour de France Gall. Et outre le fait qu'il collectionne, il fait partager sa collection. J'invite tous les auditeurs et auditrices amoureux de France Gall à aller faire un tour sur son site internet France Gall Collection. Ils y découvriront non seulement des pochettes, mais aussi beaucoup d'articles de presse et tout un tas de choses. Toute la collection de France Gall est sur Internet et elle nous a permis de faire ce livre. Alors, il faut dire que les pochettes sont assez étonnantes. À l'époque, il y avait 4,45 tours par an et les pochettes, c'est des véritables œuvres d'art, Norman Barogeli. Oui, c'est très beau. Il y a vraiment des grands photographes qui ont fait les pochettes. Je pense à Bettina Reims, à Tony Frank, et des gens comme ça. Et il y avait vraiment un souci du détail. C'était le premier impact visuel des artistes. On allait chez le disquaire et oui, on avait écouté une chanson à la radio, elle nous plaisait, mais après on allait chez le disquaire et là on découvrait les pochettes. Et du coup, ça avait un vrai impact publicitaire. Et puis, quand le CD est arrivé, elles sont devenues obsolètes, mais aujourd'hui, elles sont à nouveau d'actualité. Ben oui, on voit très bien ça avec le retour du vinyle. Bien sûr, on peut se passer totalement de support et d'objets en écoutant sur YouTube ou grâce à des plateformes de streaming sa musique. Mais quel plaisir quand même d'avoir chez soi l'objet disque avec une pochette qui est bien souvent signée d'un artiste, qui a été travaillé par un graphiste, et tout ça crée un objet tout à fait intéressant et que l'on peut collectionner et que l'on peut chérir et qui donne un rapport sensible à la musique. Et puis quand on voit les pochettes de France Gall, l'évolution de sa carrière est évidente. Quand on la voit en 63 ou en 74, c'est plus la même. Mais non, en 63, elle arbore cette espèce de coupe de Sange, une coupe que lui a fait spécialement le coiffeur Jacques de Sange. Elle est adorable, mais ce n'est pas du tout la femme qu'elle va devenir. Et on voit les cheveux qui s'allongent, on voit les cheveux qui s'en mêlent un petit peu. On a vraiment, d'année en année, c'est une évolution de la société aussi à travers ces pochettes. Mais oui, parce que France Gall a traversé les décennies en s'adaptant à la société, aux airs du temps, comme par exemple avec cette chanson. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'une balance dans le milieu du côté de Pigalle, c'est quelqu'un qui dénonce à la police un copain, et ça se termine mal. Mais là, elle a rendu cette expression totalement populaire. Mais oui, sauf que l'expression vraiment de la chanson, ça balance, ça veut dire ça swing, il y a du groove, il y a du rythme. Donc on n'est pas... Et après...
ce titre et ce refrain sont utilisés pour parler d'une balance, de quelqu'un qui balance quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc c'est marrant, la polysémie sur cette expression qui est, on a extirpé on a fait de ce titre une expression pour l'employer à un autre usage. Donc c'est tout à fait amusant. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que cette chanson est née pour une comédie musicale et c'est à peu près la seule chanson qui reste de cette comédie musicale. Mais oui, celle-ci et l'autre chanson sur le disque, Émilie. C'était une comédie musicale qu'avait fait Michel Berger pour la télévision, pour un numéro 1. C'était les émissions de Mariti Gilbert Carpentier. Il voulait faire quelque chose d'un petit peu étonnant pour son numéro 1, où traditionnellement c'était vraiment un show où une vedette invitait d'autres amis vedettes à partager une chanson, un duo, un trio. Et là, il a voulu que tout ça soit une histoire cohérente. Donc il s'est inspiré de La Petite Sirène d'Andersen pour créer une sorte de comédie musicale qui s'appellerait Émilie. Donc cette comédie musicale a été représentée une seule fois à la télévision, un disque 45 tours en est sorti et après c'était terminé. Et on ne sait pas pourquoi, il aurait pu continuer. Il aurait pu continuer, mais c'était un format télévisuel et qu'une émission de télévision se diffuse une fois et c'est tout. Après peut-être oui, aurait-il pu sortir des chansons de ce contexte pour en faire autre chose, mais en fait il a préféré poursuivre dans cette idée d'œuvre globale, ce qu'il avait déjà fait auparavant. Il avait déjà fomenté une comédie musicale auparavant, en 75, ça n'avait pas vu le jour. Là, il a fait cette comédie musicale Émilie qui n'a joué une fois et ça l'a un peu frustré. Donc c'est tout ça aussi qui, dans son esprit, a germé et qui mènera quelques années plus tard à Starmania. Exactement, et à cette chanson pour France Gall. Son regard a tracé mon regard comme un rayon laser. J'ai été projeté quelque part ailleurs que sur la terre. Besoin d'amour. Alors, et pour revenir aux origines, au départ, il y a une comédie musicale qui s'appelle Angelina Dumas, inspirée par Patricia Hearst. Ça marche pas du tout. Et c'est France Gall qui a écouté Diane Dufresne qui va suggérer, je crois, Luc Plamondon comme co-auteur. Absolument. Berger veut vraiment de cette comédie musicale et effectivement l'affaire de Patricia Hearst le hante depuis 74, mais il n'a pas réussi encore. Il a voulu s'associer à Yves Simon, ça n'a pas marché. Il n'a pas vraiment réussi. Il y a eu cette Petite Sirène. Il y a eu ensuite l'album Dancing Disco, qui était un petit peu un album concept qu'il a voulu comme un album racontant une histoire, mais c'était pas vraiment la comédie musicale qu'il souhaitait. Et effectivement, France Gall écoute Diane Dufresne, qui à cette époque arrive à Paris, chante à l'Olympia, et c'est aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie, et ces albums formidables de Diane Dufresne, qui est absolument fantasque, excentrique. Chanteuse canadienne fantastique, et elle découvre que les textes sont écrits par Luc Plamondon. Elle découvre que Luc Plamondon a lui aussi écrit des choses qui se tiennent comme des comédies musicales, qu'il a cette ambition-là. Et elle propose à Michel Berger de rencontrer Luc Plamondon et force est de constater que ça a été une excellente association. Oui, alors le disque a été un succès. Ensuite, il y a eu le Palais des Congrès et France Gall est sur scène parce qu'on a trouvé personne d'autre. Elle ne voulait pas jouer Starmania. Non, elle ne voulait pas jouer Starmania et l'idée de départ était aussi que ce soit des chanteurs inconnus. Alors, ça nous paraît étrange aujourd'hui parce qu'on les connaissait quasiment tous, mais il faut savoir qu'à cette époque, Daniel Balavoine était presque un inconnu. Ils l'ont découvert lors de sa première télévision et ils se sont dit, ok, c'est lui qu'il nous faut pour Johnny Roquefort. Et Fabienne Thibault, Diane Dufresne, oui, on la connaissait un petit peu, mais quand même pas tant que ça. Donc, il cherchait vraiment des artistes inconnus, mais il ne trouvait pas pour le rôle de Cristal, qui est l'animatrice de l'émission de télévision Starmania, qui fait de vous une idole. À peine passez-vous à la télévision dans Starmania. Et donc, eh bien, je dirais pas en désespoir de cause, mais finalement, ils se sont dit peut-être qu'ils avaient la solution juste à côté d'eux et que c'était France Gall. Et ça s'est bien passé, effectivement. Oh oui. Alors, au début, c'est vrai que moi, je me souviens des premières représentations, il n'y avait personne. C'est petit à petit que ça a commencé à monter, qu'ils ont arrêté au bout de 30 représentations parce que le Palais des Congrès n'était pas libre et que c'est devenu culte ensuite. Oui, les départs n'ont pas été si faciles que ça. Même le disque a peiné à marcher un petit peu. Il a fallu sortir Besoin d'amour en 45 tours supplémentaires pour lancer un petit peu la machine. Mais il faut dire aussi que c'était un ovni à Starmania, un opéra rock français, ça n'existait pas. Et il y a eu d'autres succès où les salles ont été beaucoup plus pleines et à chaque fois, France Gall n'a jamais manqué d'interpréter cette chanson. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il est. Alors c'est un hommage à Jerry Lee Lewis, je crois. Oui, absolument, rocker américain qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça.
Great Balls of Fire est un de ses plus grands succès et il était surnommé The Killer. Et il avait cette particularité de ne pas tenir assis devant son piano, d'être absolument extravagant et de jouer debout, de frapper son piano avec ses mains et pourquoi pas avec ses pieds, enfin, avec tout ce qu'il pouvait, d'être comme ça, une espèce de rocker. On a l'image des guitares héros, de ces rockers qui détruisent leur guitare. Et bien lui, il l'a fait avant avec son piano. Oui, et il y a aussi un autre artiste qui est Nat King Cole, qui à Harlem à ses débuts jouait du piano debout dans les petits bars et avançait, reculait du micro pour donner quelque chose de différent. Et oui, pour vraiment utiliser pour le micro moduler la voix, comme le faisait un crooner, comme l'a fait Jean Sablon en France ici. Bien sûr. Et puis il y a une autre chanson de France Gall qui est aussi un classique. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris, si maman si. Pour beaucoup, c'est une des plus belles chansons de France Gall, Norman Marougeli. Oui, c'est vrai que c'est une chanson qui est très 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 aimée, si même si c'est à juste titre, parce que c'est quand même une chanson absolument splendide. C'est une chanson que Michel Berger dédie à sa mère, Annette, qui est pianiste concertiste. Qui l'a fait débuter au piano d'ailleurs. Absolument. Et puis, il y a eu ensuite d'autres épreuves, malheureusement, la mort de Michel Berger. Et c'est vrai que France Gall, moi, ce qui me fascine, c'est qu'elle a traversé ces épreuves avec un courage et une détermination incroyables. Oui, il y a ça, mais depuis la France Gall adolescente qu'on a découvert en 63, il y a un courage et une détermination à toute épreuve. Et ce qui fait qu'elle est absolument fascinante et extrêmement attachante parce qu'elle a quelque chose qui la tient, qui est plus fort d'elle, qui est plus fort qu'elle. Et parce que, évidemment, l'épreuve de la perte de Michel Berger est absolument terrible. Et elle est passée à travers ça, comme elle est passée à travers de beaucoup d'épreuves aussi avant. La mort de sa fille, la mort de sa fille qui arrivera aussi. Enfin, c'est quand même quelque chose. C'est un rock, cette France Gall. Elle a quelque chose d'absolument vraiment qui force le respect. Oui, et qu'on n'imagine pas quand on la voit si frêle. Et puis il y a une chanson aussi très importante dans sa vie, puisqu'elle va déterminer la fin de sa vie. Cette chanson, Norman Barogelli, est née, je crois, lorsqu'elle est arrivée en Afrique pour, avec Michel Berger, assurer la relève de Daniel Balavoine dans une aide à l'Afrique. Oui, c'est ça. C'était pour l'association Action École au milieu des années 80. C'était pour le compte de cette association que Daniel Balavoine est parti en janvier 86 suivre le Paris-Dakar et c'est là qu'il a trouvé la mort. Et pour prendre sa suite, France Gall et Michel Berger sont allés en Afrique pour aider, pour apporter soutien aux écoles, pour apporter des documents, pour vraiment aider les écoles en Afrique et pour aider à trouver de l'eau aussi, pour aider à l'accès à l'eau pour le peuple africain. Et c'est là que France Gall va découvrir une femme avec un enfant qui s'appelle Babacar. Et les deux femmes vont se lier d'amitié, vont échanger beaucoup. Et c'est ce qui va donner à Michel Berger l'envie d'écrire cette chanson, ce texte. Et il se trouve que France Gall, après la mort de Michel Berger, chante encore, puis se retire au Sénégal. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a passé les dernières années de sa vie très discrète au Sénégal, avec quelques amis. Elle a même ouvert un restaurant. Oui, absolument. En fait, elle découvre le Sénégal, elle s'installe au Sénégal, elle achète une maison sur l'île de Ngor en 1990, à l'époque où Babacar s'était terminé, l'album s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires, elle avait fait une tournée à rallonge qui avait été un succès phénoménal et elle s'est dit « j'arrête, je ne veux plus chanter, je sais pas comment je pourrais faire plus et puis j'ai besoin de me ressourcer. Je chante depuis que j'ai 15 ans, j'ai besoin maintenant de savoir un petit peu qui je suis, de prendre du temps pour ma famille, pour mes enfants et de prendre du temps pour moi et ce temps pour elle, elle va le trouver sur cette île de Ngor au Sénégal et c'est là qu'elle va partager sa vie entre Paris et le Sénégal. Et tout ça est dans cet album France Gall l'intégrale, l'histoire de tous ses disques. Merci de l'avoir écrit, Norman Barogelli, parce que on a vraiment le parcours incroyable d'une chanteuse. Un parcours qu'on ne mesurait pas forcément. Non, qu'on ne mesurait pas et que là, cette émission, on ne peut même pas lui rendre totalement justice parce qu'on n'a pas parlé de sa carrière allemande qui est tout à fait étonnante. Bien sûr. Elle a passé 6 ans de carrière entre 67 et 72 à chanter en allemand des chansons pour le public allemand et être une grande vedette aussi. Et c'est vraiment un parcours de femme, un parcours d'artiste. Et c'est ça que ce livre explique, c'est que c'est au-delà des choses un petit peu plus people ou de sa vie, etc. Là, c'est vraiment un livre qui s'intéresse à l'artiste et de voir comment cet artiste s'est réinventé
À la fois la Lolita yéyé des années 60 et à la fois cette femme artiste puissante qui remplit des zéniths dans les années 80. C'est pour ça que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire et d'apprendre bien peu d'autres choses dans ce livre, et on n'a pas eu le temps de tout dire. France Gall, l'intégrale chez EPA de Norman Barogeli. Merci d'avoir écrit et continué à défendre la chanson française ainsi. Merci beaucoup Jacques Pessis. Merci les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.